Donc, bonjour tout le monde. On va bien évidemment parler des marchés financiers ce soir, mais avant de rentrer dans le vif des sujets qui vous intéressent, nous espérons que vous allez tous très bien et que vous profitez de ce déconfinement progressif. Avant de vous présenter le magnifique casting de ce soir, quelques rapides mots d'introduction. Donc, pour information, j'ai de nouveau coupé les micros pour éviter d'entendre les bruits de tondeuses, des terrasses, des aspirateurs ou de mes petites filles qui veulent voir papa dans l'ordinateur. Du coup, pas de micro, mais des possibilités de poser vos questions via le chat. Vous avez également la possibilité de vous renommer si vous souhaitez rester discret. Donc, pour le sujet de ce soir, en matière de placement, prendre des risques peut rapporter gros. Il suffit pour s'en convaincre d'observer la performance du CAC 40 sur un an, je crois qu'il est de l'ordre de plus 40%, ou du Nasdaq sur 10 ans qui dépasse les 300%. Mais force est de constater que cet investissement n'est pas de tout repos. Les différents cracks, dont celui de la crise sanitaire, sont bien évidemment là pour le rappeler. Aussi douloureux qu'ils soient, ces accidents de parcours ne doivent pas vous faire détourner d'un placement qui non seulement rapporte, mais participe aussi au développement de l'économie. C'est vrai, les marchés ont parfois tendance à surréagir et provoquer des fluctuations très erratiques, donnant l'impression d'une spéculation débridée, mais les fondamentaux des entreprises finissent toujours par reprendre leurs droits. Investir en bourse revient donc avant tout à miser sur des entreprises ou des fonds et donc sur des éventuels potentiels de croissance. Pas n'importe lesquels, bien évidemment, et c'est ici que le travail d'analyse prend tout son sens. Une erreur d'appréciation peut donc coûter cher, d'où l'importance de diversifier, bien évidemment, votre portefeuille. On vous le martèle à longueur de rendez-vous. Conscient de cet enjeu, votre cabinet s'est structuré depuis quelques années et nous avons voulu vous faire un petit rappel sur ce qui se passe en arrière-boutique pour gérer au mieux les capitaux que vous nous confiez. Pierre, qui est notre responsable des allocations, va donc, hop, je vais juste défiler le slide, voilà, si j'y arrive, va donc vous faire un petit rappel de ce processus. Pierre, à vous. Alors oui, effectivement, on se demande toujours ce qu'on fait dans le travail et il est toujours important de rappeler notre travail de gestion. Donc, pour juste contextualiser, qu'est-ce que c'est un petit peu cette grande industrie dans laquelle on travaille? Donc, en France, c'est environ 11 000 fonds d'investissement qui représentent 4 milliards de dollars, enfin d'euros d'actifs sous gestion. Dans les contrats sur lesquels on va travailler, le spectre tourne autour d'environ 170 sociétés de gestion. Et sur ces 170 sociétés de gestion, on va être, nous, en contact avec environ 120 sociétés. Et on va travailler avec, plus particulièrement avec une trentaine qui vont être nos partenaires privilégiés. Alors, notre travail de gestion de fonds qu'on fait sur vos contrats se déroule sur deux plans. Le premier plan, ça va être la sélection des supports et la veille économique en deuxième plan. Premier plan, la sélection des supports, comment est-ce que ça se passe? Alors, pour être au plus juste, on a mis en place une liste d'investissement qui s'appelle le top 50 et qui va sélectionner les supports d'investissement avec lesquels on va travailler. Ça va nous permettre, en fonction de certains critères. Alors, les critères sont les suivants. C'est d'une part la performance, donc choisir des fonds qui ont une bonne performance par rapport à leurs concurrents. D'une autre part, un référencement qui est correct. Un référencement correct, c'est-à-dire des supports qui sont correctement référencés sur les contrats avec lesquels on va travailler, c'est-à-dire un contrat qui va être très bon et qui va être référencé que sur un contrat sur lesquels on ne travaille pas ne va pas nous intéresser parce qu'on ne va pas pouvoir le mettre en masse sur tous les clients. Et le troisième point, qui est un point essentiel, c'est l'échange, mais c'est l'échange surtout avec la société de gestion, c'est-à-dire la capacité de la société à interagir avec nous, avec les personnes qui vont nous faire un retour un peu plus informel que simple ou formel que des reportings. Donc ça, c'est notre travail donc de sélectionner support en fonction de ces critères, de mettre en place cette liste d'investissement qui va représenter une gamme d'investissements sur lesquels on va investir tous nos clients. Ce qui garantit aux clients d'avoir des supports sur lesquels on suit, parce qu'on va faire un suivi mensuel, on va mettre à jour cette liste de manière mensuelle. Alors quand je dis mettre à jour, c'est souvent c'est un ou deux supports qui peuvent être changés, mais pas plus. Et le but, c'est dès qu'on a un support qui a un problème, on informe la clientèle et on fait les modifications. Et avec
Avec les supports desquels on suit, on va faire un suivi qui va être trimestriel. Donc, on va rencontrer les sociétés de gestion autour d'un call ou d'un rendez-vous en physique. Il faut savoir que pour Patrimoine Consultant, ça représente environ 200 rendez-vous avec des sociétés de gestion au cours de l'année. Alors que ce soit pour rechercher ce que l'on va appeler des pépites ou faire un suivi classique des fonds. Le deuxième point de notre travail, ça va faire une veille économique. Alors là, il se fait en relation avec le suivi des partenaires parce qu'ils ont beaucoup plus de force au niveau de l'analyse macroéconomique. On va pouvoir le voir avec Odo. Donc, on va être en échange avec eux pour avoir un avis sur la situation économique actuelle et on va faire en plus nos propres recherches. Le total de ce travail, il va être répertorié au sein juste encore le slide avant, il va être répertorié au sein d'une stratégie d'allocation. On va mettre en place des profils qui vont nous permettre de suivre la gestion. Et ces profils, ensuite, vont nous permettre de s'auto-évaluer. Et ensuite, on va s'inspirer de ça pour vous faire une allocation d'actifs sur mesure au sein de vos contrats. Alors, on va s'appuyer également sur d'autres outils professionnels, comme par exemple Cantalis, qui est une base de données qui va nous permettre d'analyser support et de chercher des informations précises assez rapidement. Le deuxième outil, ça va être notre outil d'agrégation de comptes Harvest O2S, qui lui va nous permettre de gérer en temps réel le client. Il va nous permettre de mettre des points dans le suivi de clientèle, c'est-à-dire que ça peut nous permettre de gérer les clients en temps réel sans forcément qu'on soit en contact avec vous. C'est-à-dire, nous, on va se mettre des points de rappel de regarder les portefeuilles dans 2 mois, 3 mois, voire 6 mois. On va mettre une note et dès qu'il y a besoin de faire un arbitrage, on va avoir la capacité à vous envoyer une proposition. Mais il se peut qu'il y ait des actions ou des décisions qui soient prises, par exemple, de ne rien faire et vous ne soyez pas au courant, mais elle est bien sûr archivée au sein de notre logiciel. Tout ça va nous permettre donc de gérer, d'analyser les portefeuilles, que ce soit les portefeuilles qui soient détenus au sein du cabinet où on a la gestion directe, ou voir via d'autres outils comme Money Pitch qui sont liés à O2S, de pouvoir gérer des contrats qui sont par exemple détenus dans votre banque. Voilà, c'était un point sur la gestion. Super, merci Pierre. Alors maintenant que le CAC 40 a rejoint ses niveaux historiques et défie les lois de la gravité, la question se pose de savoir quel potentiel conservent les actions. D'où viendra la prochaine secousse? Quand interviendra-t-elle? Bien souvent, le danger arrive de là où on ne l'attend pas. Faut-il aussi redouter le retour de l'inflation? Alors bien évidemment, hein, nous n'aurons aucune certitude, car comme le disait Pierre Dac, la prévision est difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir, mais nous allons vous donner quelques pistes de réflexion. Alors sans plus attendre, je vais demander à nos 3 acolytes de se présenter. Galanterie oblige, je vais commencer par Sophie. Sophie Monnier, un petit mot pour te présenter et présenter Odo et compagnie. Avec plaisir. Bonjour Emmanuel, bonjour Pierre et bonjour à tous. Sophie Monnier, donc je suis spécialiste produit sur l'allocation d'actifs au sein du groupe Odo BHF et je travaille dans la gestion d'actifs depuis plus de 10 années maintenant. Et je suis ravie d'être présente parmi vous aujourd'hui, un an après, puisque nous avons fait une conférence ensemble le 9 juin 2020, sur laquelle on reviendra certainement un petit peu sur la partie marché. Mais donc j'interviens là aujourd'hui en tant que porte-parole pour le groupe familial Odo BHF, qui est le premier groupe financier franco-allemand indépendant. 3 chiffres clés, 125 milliards d'euros d'encours sous gestion, un ratio de solvabilité de 16,4%, qui témoigne de la solidité financière de la société, et plus de 2500 collaborateurs dédiés évidemment à servir les intérêts de nos clients et partenaires en apportant aussi les services aux meilleurs standards du marché. Le groupe s'articule autour de 3 grands métiers, hein, brièvement. L'analyse financière, hein, en tant que parmi les leaders de l'analyse financière. Ensuite, la gestion d'actifs, pour laquelle j'interviens aujourd'hui avec vous. Et enfin, une structure de banque privée, également en France, mais aussi en Allemagne et en Suisse. Super, merci Sophie. On va continuer avec Pierre Puybasset, porte-parole de la gestion chez Financière de l'Échiquier. Je vais ouvrir le micro, juste. Mhm.
Voilà, ça marche. Bon, je crois que vous m'entendez, hein, non? C'est tout bon, c'est Ouais. parfait. Bon, très bien. Allez. Alors, bonjour à tous déjà, très très heureux de partager ce moment avec vous et d'avoir l'occasion donc de vous présenter la financière de l'échiquier. Moi, je suis arrivé au sein de la financière de l'échiquier en 2003, tout d'abord comme gestionnaire de fonds, hein, puisque j'ai géré, créé, géré successivement de fonds, et puis depuis plusieurs années maintenant, j'ai un rôle de porte-parole. Donc, qu'est-ce que la financière de l'échiquier? La financière de l'échiquier, c'est un acteur historique en fait aujourd'hui du marché français, hein, puisque la financière de l'échiquier a été créée en 1991, donc il y a 30 ans. Tout d'abord, une petite entreprise, hein, essentiellement qui gérait des capitaux finalement du fondateur et de ses proches, et puis aujourd'hui un acteur significatif, hein, puisque nos encours sous gestion sont de 12,2 milliards d'euros. Nous sommes environ 130 collaborateurs. La totalité de notre équipe de gestion est à Paris. Je pense que c'est quelque chose qui me semble important à préciser. C'est dans notre méthode de travail, qui est une méthode de travail que l'on appelle dans notre jargon le stock picking. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la sélection de valeur, c'est-à-dire que finalement, au sein de l'équipe de gestion de la financière de l'échiquier, les capitaux que vous allez nous confier par l'intermédiaire donc de votre éminent conseiller vont être investis société par société, avec une connaissance, je dirais, fine de l'entreprise. Et je pense que c'est ce qui nous caractérise et ce que l'on fait depuis 30 ans. En fait, on ne va pas investir des capitaux dans des entreprises qu'on ne va pas rencontrer. On ne va pas investir des capitaux dans une entreprise qu'on n'aura pas analysée par nous-mêmes et sur laquelle on n'aura pas fait une modélisation financière qui nous permettra finalement de déterminer quel est le potentiel de progression du dossier. Autre chose sur laquelle je veux insister, c'est notre démarche ISR. Alors, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé récemment. Si vous lisez la presse financière, je pense qu'il n'y a plus une journée dans laquelle il n'y a pas un article en fait sur la gestion ISR. Qu'est-ce que c'est? C'est l'investissement socialement responsable. Pour résumer, en fait, c'est une façon d'investir pas simplement d'un point de vue financier, alors le point de vue financier reste important, mais aussi en évaluant toute une série de risques qui sont des risques dits extra-financiers. Donc, on va analyser à travers cette approche-là, en fait, tout ce qui est la gouvernance de l'entreprise, la façon dont elle est dirigée, l'interaction avec les actionnaires, le conseil d'administration. On va analyser aussi la politique environnementale de la société et puis toute la politique sociale. Je me permets d'insister là-dessus parce qu'aujourd'hui, la financière de l'échiquier, on a plus de 50% de nos actifs sous gestion qui sont maintenant certifiés. Alors, c'est un processus un peu officiel, mais qui permet finalement de valider la qualité de cette approche. Et on a une approche ESG aujourd'hui sur 100% de nos actifs sous gestion. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'on reste un acteur indépendant. On est un spécialiste de l'investissement en actions, pas simplement en actions d'ailleurs, puisque on investit aussi sur des obligations d'entreprise. On a toute une gamme en fait de fonds qui est assez large, avec des solutions dites diversifiées, même des solutions systématiques. Je pense qu'on n'y passera pas trop. Doucement, n'en dis pas trop. Voilà. Et donc voilà, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à mon successeur. Merci. Merci Pierre. Et pour terminer ce rapide tour de table, Michel Legros, associé gérant de Clerton et Associés, j'allais dire Rouvier comme d'habitude, mais non, Clerton et Associés, bien évidemment. Une petite présentation, Michel, de toi et de Clerton, du coup. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Michel Legros. J'ai rejoint Clerton Associés il y a un peu plus de 17 ans, après avoir passé 17 ans en salle de marché à conseiller des investisseurs institutionnels dans la gestion des investissements actions. Est-ce qu'on pourrait mettre la slide nous concernant? Oui, ça vient. Voilà. Et, la société est assez ancienne. Hein. Nous allons fêter nos 35 ans cette année et nous avons fait partie des premières sociétés de gestion indépendantes, des premières sociétés de gestion créées en 91 lors de la création de ce statut. Nos deux fonds les plus anciens vont fêter leurs 30 ans également cette année. On peut passer. Oui, alors nous avons quelques points caractéristiques et différenciants par rapport à beaucoup de sociétés confrères. Et entre autres, nous travaillons beaucoup avec des clients privés en direct qui représentent plus de 40% de nos encours sous gestion, ce qui signifie que nous sommes très conscients
des notions de protection de capital dans la durée pour des familles et des particuliers qui nous font confiance, et cela depuis 35 ans. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Nous gérons maintenant un peu plus de 1 milliard d'euros. On peut passer à la slide suivante. Je pense, oui, un peu plus d'1 milliard d'euros, et nous sommes formatés avec quelques principes extrêmement simples. L'indépendance, le capital de la société appartient à un collège d'associés. La société est gérée de manière collégiale et les portefeuilles sont gérés de manière collégiale. Donc, si vous faites confiance à la société Clartan Associés, vous faites confiance à une équipe extraordinairement soudée qui travaille en communauté d'intérêt à 360 degrés en interne comme en externe, et nous avons une vision à long terme. Le nom a changé l'année dernière parce que le fondateur de la société, Guillaume Rouvier, a quitté la société il y a plus de 5 ans, et nous avons choisi le mot Clartan pour traduire la clarté, la transparence et le temps long dans lequel nous nous engageons. Voilà, c'est l'essentiel pour une présentation rapide. Nous sommes aussi une société de gestion en stock picking, et pour simplifier, avec une gestion efficace, nous investissons principalement en actions car c'est la rentabilité la plus élevée par rapport à l'ensemble des produits financiers. Merci à tous les trois pour ce rapide préambule et ces présentations. Avant juste de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un tout petit sondage pour voir un petit peu votre confiance sur les marchés financiers. Alors, je vous propose une question assez simple. Votre confiance sur les mois à venir par rapport aux marchés financiers, et nous allons voir si cela va évoluer au cours de la soirée, un petit peu comme les politiques. Hein. On va voir si vous arrivez à, on va dire, à apporter de la confiance à nos clients investisseurs. Je vous laisse quelques secondes, histoire de voter. On est à 90 à peu près. On a 78% de votants déjà. Donc on voit que la tendance est assez positive. Je vais vous dire ça. Allez, je laisse encore 10 secondes pour les derniers. Allez, c'est tout bon. Je mets fin au sondage. Je partage les résultats. Donc, êtes-vous confiant sur les marchés financiers? Oui à 44%, non à 13% et 44% sont mitigés. On va voir si les curseurs vont bouger au cours de ce webinaire, puisque je poserai la même question tout à l'heure. Hop, voilà. Alors, c'est parti. On va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, avec Sophie, sur, je dirais, un panorama global de l'économie, je dirais, passée 2020 et à venir. Petit retour quand même, je suis amusé au petit jeu puisque Sophie était avec nous il y a quasiment il y a 1 an. Sur les prévisions dodo pour 2020, on était dans une période qui était quand même un petit peu troublée, et effectivement les prévisions étaient plutôt intéressantes puisque c'était les valeurs de croissance, c'était les thématiques, c'était les obligations au rendement, tout ça dans un univers européen, voire mondial. Et les résultats étaient plutôt intéressants. Donc, j'espère qu'il en sera de même sur les prévisions de cette visio. On se reverra dans 1 an pour en parler. En attendant, je te laisse la parole pour une dizaine de minutes sur le point économique. Merci beaucoup Emmanuel. Donc effectivement, il y a 1 an, vous avez parlé pour la partie dynamique de vos allocations d'Odo BHF Artificial Intelligence, qui a enregistré une performance sur la part principale de plus de 34%. Sur la partie fonds de portefeuille de vos allocations équilibrées, on avait évoqué le fonds Polaris Balanced, qui, lui, sur 1 an, à fin mai aussi, a enregistré une performance de 11,5%. Et enfin, sur la partie obligataire de vos allocations, on avait parlé du fonds Odo BHF Global Target 2026, fonds daté au rendement, qui lui aussi a enregistré une performance au-delà des 10%, de 11% sur 1 an, c'est-à-dire de fin mai 2020 à fin mai 2021. Donc, vous voyez finalement une performance oscillant entre les plus de 10 et près de 35%. Mais qu'en est-il aujourd'hui sur les marchés? Un petit tour d'horizon. Alors, il convient de se remettre peut-être un petit peu en mémoire la situation d'il y a 1 an où on a connu une contraction de l'activité économique la plus sévère, certainement la plus sévère de l'histoire moderne, mais aussi la plus courte, du fait du caractère exogène de cette crise, mais aussi, évidemment, cela ne vous a pas échappé, des réponses inédites
des gouvernements et des banques centrales. Inédites par leur rapidité, inédites par leur ampleur. Et j'y reviendrai. On vous a donc représenté là au sein d'Odo BHF la performance 1 an, donc depuis fin mai de l'année dernière, sur les différents indices. Et vous voyez finalement une belle performance des marchés actions sur la partie gauche qui va même jusqu'à dépasser, je pense, les attentes de beaucoup d'investisseurs et les prévisions finalement qui pouvaient être faites avant la crise du coronavirus. Et ça, c'est finalement un peu le paradoxe de la situation. On a traversé une crise et on voit des performances absolument étonnantes et très belles, notamment sur l'univers global. Et donc là, on constate aussi l'intérêt de la diversification. Vous l'avez évoqué, Emmanuel, en préambule, en introduction. On voit que la diversification géographique est intéressante, puisque les actions monde sont quand même en tête de peloton des actions. En outre, on voit aussi sur la partie gauche le secteur financier qui a fortement rebondi. On y reviendra sur cette rotation finalement sectorielle qu'on a constatée depuis octobre-novembre 2020, qui s'est accélérée, on l'a vu encore là sur le mois de mai. Et sur la partie action, peut-être sur une partie un peu plus décevante en relatif, un secteur défensif, puisque le secteur de la santé a été un petit peu moins boosté par cette forte reprise. Alors, on peut notamment évoquer le décalage de certaines interventions, bien évidemment chirurgicales, du fait de la priorité qui a été donnée aux patients et aux malades atteints par la COVID-19. Mais bon, là encore, il convient peut-être d'être un peu plus granulaire, c'est important, en sachant que dans le secteur même de la santé, il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer. Si on parle un petit peu des medtech et de leur développement rapide, on voit que typiquement les medtech ont des facteurs de performance à la fois conjoncturels et structurels. Sur la partie conjoncturelle, les budgets de l'État pour lutter plus efficacement contre les pandémies à venir vont être importants. La hausse de certaines maladies liées au Covid risque de s'affirmer et il va également y avoir un phénomène de rattrapage des opérations chirurgicales qui ont été décalées au cours des 12 derniers mois que j'évoquais tout à l'heure. Là, c'est pour l'aspect conjoncturel sur le rattrapage des medtech, mais sur l'aspect structurel aussi. Les medtech, c'est de l'innovation. Et l'innovation est importante au sein d'Odo BHF et pour nos investisseurs. Pourquoi? Parce que c'est ces innovations qui créent pour les entreprises de belles histoires. Et c'est ce qu'on va rechercher. Elles créent ces innovations de fortes barrières à l'entrée et des avantages compétitifs notables pour les entreprises. Et c'est ce qu'on recherche. Donc, voilà, au sein même aujourd'hui, par exemple, du monde de la santé, il peut y avoir des choses intéressantes à regarder. On y reviendra. Action, vous voyez aussi sur, peut-être encore un petit mot sur la slide précédente, la partie obligataire. On voit que dans le monde obligataire, en tête de peloton, vous avez les entreprises au rendement, les obligations d'entreprise au rendement, qui ont profité d'écartement des primes de crédit post-mars 2020. Et derrière, bien évidemment, sur des territoires de performance négatifs, les souverains, du fait notamment de la pontification de la courbe, notamment aux États-Unis. J'en reparlerai également un petit peu. Donc là, attention à vos actifs obligataires. Il y a des choses aussi intéressantes qui se passent, mais attention surtout sur les maturités les plus longues. Vous voyez aussi le pétrole et l'or. Le pétrole, bien évidemment, rebond spectaculaire. Il y a 12 mois, on était en dessous de $40 le Brent. Aujourd'hui, on est au-dessus des $70. Ça vous donne un petit peu une idée. Et puis l'or, toujours intéressant à des fins de décorrélation et peut-être sur le long terme aussi de lutte contre l'inflation. Juste peut-être nous dire un petit mot sur une obligation au rendement, ce que c'est par rapport à une obligation souveraine, peut-être pour nos clients. Oui, absolument. Donc, dans l'univers des obligations, vous avez d'une part les obligations souveraines émises par des États et les obligations d'entreprise émises par des sociétés. Au sein de ces obligations d'entreprise, vous avez différentes qualités de crédit et vous avez donc les meilleures sociétés qui sont notées investment grade, qualité de crédit supérieure, avec une notation finalement supérieure ou égale à BBB-. Et vous avez les sociétés haut rendement qui ont une qualité de crédit plus détériorée, mais qui offrent un rendement plus attractif. Et c'est celles qui sont notées à partir de BB-. Je vais réactiver peut-être Pierre, si tu veux peut-être dire un mot justement sur les flux, peut-être sur la tendance
sur la tendance des flux ces dernières années sur les marchés actions, sur cette slide, peut-être? Hop. Ah. C'était quelle Pierre que vous adressez à moi? À toi, ouais, Pierre. Ah oui, d'accord. Bon, bah, on va reprendre la présentation, même si c'est pas mon matériel. Non, je Mmh. pense que encore une fois, bon, la situation, comme vous l'avez vu, a été assez propice et je pense qu'il y a une particularité qui est très intéressante et qui, je dirais, diffère beaucoup, c'est vrai, des crises précédentes. Et je pense que, comme l'a dit ma prédécesseuse, c'est lié aussi à la spécificité de cette crise. Et je pense que les particuliers sont revenus de façon relativement importante sur les actions. Alors, ce n'est pas l'explication principale de tout ce que vous voyez, mais là, vous avez toute une série de flux donc, sur les marchés actions. Et on voit bien que bah, depuis 2 ans, finalement, alors je sais pas, je ne vois pas l'échelle en bas, je dois dire, sur les diapositives. Voilà. Depuis 2 ans, quasiment depuis le trou de l'année 2020, en fait, on a un retour en vogue des actions avec une accélération au 4e trimestre 2020 et au 1er trimestre 2021, comme vous pouvez le voir, hein, puisque les barres qui sont les plus élevées sont les barres bleues, et les barres bleues, c'est les flux sur les actions. Et tout ça nous semble plutôt porteur. Alors, il y a plusieurs éléments. Probablement, un des éléments aussi, c'est que finalement, on le sait, les taux sont très faibles. Hein. Je pense que vous pouvez le constater, tout un chacun, finalement, les rémunérations sur les produits sans risque sont faibles. Et donc, ça, finalement, bénéficie au marché actions. Alors, peut-être que je peux reprendre le relais. J'ai l'impression que vous m'entendez à nouveau. Merci beaucoup, C'est Pierre, ça. d'avoir pris en main cette diapositive. Donc, effectivement, derrière ces flux investisseurs, il y a un rationnel. Et finalement, ce qu'on a constaté, c'est que la contraction de l'activité économique, certes la plus sévère, mais aussi certainement la plus courte, et on voit bien là la forme de V de l'évolution du PIB aux États-Unis. Et on constate aussi en pointillé là bleu que le plan de sauvetage américain a stimulé fortement le redémarrage économique, plus fortement même qu'attendu avant, encore une fois, la crise du coronavirus. Comment cela est-il possible? En période de crise, un phénomène basique, les ménages dépensent moins. Hein, le chômage augmente et donc, globalement, avec l'augmentation du chômage, la baisse de la croissance, les ménages s'appauvrissent. Mais là, l'impact des plans de relance ont été plus forts que l'impact du chômage, notamment aux États-Unis. L'épargne des ménages a augmenté, phénomène inédit, avec finalement l'enrichissement des ménages et la hausse de l'épargne. Hein. En France, nous avons épargné 142 milliards d'euros de plus que la normale. Hein. Donc, cette épargne, ces réserves sont capitales aussi pour la reprise de demain et la consommation, et ce sera fondamentalement aussi un boost pour la croissance. Alors, comment se fera cette reprise? On parle beaucoup des phénomènes inflationnistes. Il ne faut pas oublier là aussi le phénomène de base non négligeable hein, lorsqu'on part d'un niveau très bas et d'il y a 12 mois, un effet de rattrapage aussi hein, qui n'est pas étonnant. Et après aussi, ce phénomène inflationniste est lié à ce que nous venons de voir ensemble aussi, hein, une reprise plus forte qu'attendue et une inflation des prix liée à la situation aussi de rareté de certains constituants et à la rupture de certaines chaînes de production. Finalement, à moyen terme, cela devrait se stabiliser. Pour information, l'analyse dominante des banques centrales est que le sursaut d'inflation est transitoire, de quelques trimestres au maximum, et à ce titre tolérable, sinon désirable. Cela dit, il faut certainement nuancer aussi un petit peu cela et de toute évidence, un risque de surchauffe, notamment aux États-Unis, existe. Hein. Donc, attention peut-être à certains de vos actifs obligataires, attention aux longues maturités et cherchons la diversification, l'équilibre sectoriel. Quels investissements sont donc adaptés dans le contexte actuel? Sur le long terme, nous sommes confiants quant à la reprise économique et nous favorisons les actions. Au sein d'Oddo BHF, nous préconisons à court terme de continuer à piloter les risques, bien évidemment, d'aller chercher des histoires, des entreprises, des belles histoires aussi parfois un peu plus cycliques, mais toujours sur l'axe de la qualité des fondamentaux des entreprises. Attention à ne pas vous orienter dans toutes vos allocations sur la performance à court terme en allant chercher peut-être des valeurs décotées. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que la tendance bénéficiaire et la profitabilité des sociétés
des sociétés avec un axe qualité-croissance est bien plus importante. Et donc, voilà, essayons de rester diversifié, global, sélectif, afin de traverser les différentes étapes des cycles économiques et d'avoir une performance aussi régulière dans le temps. C'est ce que recherchent fondamentalement plus de 80% de nos clients et partenaires, c'est cette régularité dans la génération de performance et de croissance. Et donc, une exposition aux actions, certes, avec aussi un axe potentiellement des thématiques, de certaines thématiques. Pourquoi les thématiques aussi? Parce qu'on parle de macroéconomie, on parle de marché, mais finalement, il reste très difficile de prédire quelle sera la croissance à 6 mois, 12 mois, 12 mois, mais nous sommes certains que, en revanche, certaines thématiques de croissance séculaire, comme la digitalisation, comme le vieillissement de la population, comme l'e-commerce, seront des vecteurs de performance pour les 3, 5, 10 prochaines années pour nos clients. Merci. Donc ça, c'est des tendances, on va dire, long terme. Mais est-ce qu'à court terme, il y a peut-être des zones d'ombre, des zones de turbulence, des risques que vous voyez, des choses aujourd'hui en disant, bah, c'est peut-être aujourd'hui quand même un petit peu trop cher. Est-ce qu'on doit un peu protéger les portefeuilles ou au contraire, vous vous dites, c'est pas grave d'avoir des soubresauts à court terme tant que la performance à long terme ou à moyen terme est au rendez-vous. Qu'est-ce que vous voyez comme zone à risque prochainement chez Odo? Alors, des zones à risque, il y en a. Hein. Effectivement, j'ai évoqué le risque de surchauffe aux États-Unis. Hein. Le risque inflationniste est là. Donc, attention effectivement aux maturités les plus longues sur l'univers obligataire. À court terme, le phénomène de rebond cyclique peut tout de même continuer sur les prochains mois. Et puis, attention, effectivement, j'ai évoqué la croissance. La qualité demeure. Hein. C'est-à-dire que on le voit depuis le début de l'année d'ailleurs, hein, des sociétés comme LVMH, Alphabet, Google, etc. ont continué à enregistrer une très belle performance. Hein, donc j'ai parlé de la croissance, mais là aussi, la croissance pas à n'importe quel prix. Attention au niveau de valorisation. On parle de sociétés comme Peloton, sur la société d'équipements sportifs et de médias américaine, mais aussi Tesla ou Zoom, qui aujourd'hui se traitent sur les marchés à des niveaux qui correspondent à 280 fois, 150 fois ou 75 fois leurs bénéfices. Donc là, attention parfois aussi à cette spéculation. En fait, voilà, c'est pas ce qu'on va rechercher. On va pas chercher, nous, à spéculer. On va plutôt chercher à investir dans des sociétés sur le long terme. Hein. Vous le verrez à travers nos convictions de gestion. En général, on garde nos convictions entre 3 et 5 ans en portefeuille. Donc voilà, en regardant bien évidemment la qualité, la croissance, mais aussi la valorisation des actifs pour que ça soit bien en ligne avec bien évidemment les fondamentaux. Et lorsqu'on parle de fondamentaux, ce sont les avantages compétitifs, la capacité à innover, une base de clientèle, une marque d'une société qui fait que cette société, quel que soit le contexte de marché, arrivera à rebondir et à dépasser les étapes des cycles économiques. Ok, bah merci Sophie pour ce point macro. Je vais donner la parole à Pierre, peut-être si tu veux, si tu as quelque chose à compléter sur ce point-là, et peut-être rapidement nous refaire une petite rétrospective sur 2020, revenir un petit peu sur la performance des fonds de la financière de l'échiquier, les valeurs liquidatives des fonds phares, comment s'est passé le rebond. Allez, je dirais 3 minutes chacun. Je sais que c'est beaucoup, mais enfin que c'est peu, mais c'est beaucoup demandé pour peu de temps. Mais en tout cas, si tu peux nous dire un petit peu ton point de vue de la financière de l'échiquier sur ces sujets. Bon, très intéressant. Alors, tu feras quand les 3 minutes sont finies, il faut me le dire parce que je pense que ça, sinon on ne va pas y arriver. Non, mais je pense qu'encore une fois, ça vous l'avez vu, c'est la même chose. En fait, on a eu pas mal de différences en fait, de performance entre les différentes classes d'actifs sur l'année 2020. Ce qu'on peut remarquer, c'est effectivement qu'on a eu une année intéressante parce qu'elle a été en 3 temps. En fait, elle démarre plutôt pas mal. Après, il y a l'arrivée de cette crise sanitaire finalement sur lequel personne n'avait vraiment prévu et donc qui arrive un peu comme un choc avec une crainte, une remise des marchés qui prennent finalement, qui deviennent prudents, donc des actifs qui sont essentiellement vendus, donc les actifs actions qui baissent fortement. On a en contrepartie les actifs les plus défensifs qui sont les actifs obligataires d'État qui performent plutôt bien. Progressivement, rapidement, finalement, le marché regarde plus loin, reprend du risque, mais il ne reprend pas du risque exactement sur toutes les catégories. En fait, il va se positionner sur une partie du marché qui est le secteur qui lui semble être le moins touché
par cette crise sanitaire. Et finalement, il va investir dans une thématique, surtout qui est la thématique de la technologie, aussi sur la thématique de la croissance longue. C'est ce qui explique la très bonne performance, comme vous pouvez le voir, du Nasdaq, qui est un indice de valeur technologique aux États-Unis. Et puis, arrive le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est finalement le début de l'annonce de la mise au point de vaccins efficaces et donc de lancement de campagne de vaccination. Et on a à nouveau un changement de régime sur le marché avec finalement une reprise de risque graduelle sur des dossiers plus cycliques, des dossiers qui avaient été touchés au premier chef par cette crise. Alors, par exemple, le meilleur exemple, c'est l'aérien. Bien évidemment, cette crise sanitaire a quasiment mis à l'arrêt tout ce secteur-là. Et donc, le marché, finalement, qui avait vendu l'aérien, revient progressivement sur l'aérien. Donc, en fait, c'est effectivement une photo finish en trompe-l'œil, c'est ce que l'on dit. C'est que c'est vrai que quand on regarde un peu l'année, on se dit il y a des choses qui ont très bien performé et des choses qui ont moins bien performé. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Je dirais c'est une année en 3 temps. Alors, à la financière de l'échiquier, ça a été plutôt une année porteuse. On a des fonds thématiques, j'en ai pas parlé dans l'introduction, qui investissent entre autres sur ces thématiques de très forte croissance, l'intelligence artificielle par exemple, la thématique des nouveaux leaders, et c'est des fonds sur lesquels on a connu des performances qui étaient de l'ordre de 80%, 90% dans certains cas, des fonds de valeur de croissance qui ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu, et des fonds qui investissent plus sur les territoires value qui terminent en baisse. Ceci étant dit, quand j'analyse un peu plus en fait ce qui s'est passé, en fait, je me rends compte qu'à partir du mois de novembre, j'ai une hiérarchie qui s'inverse et j'ai une meilleure performance sur le value que sur les fonds de croissance. Voilà. Peut-être juste Donc, nous dire, une année Pierre, complexe. juste nous dire peut-être ce que c'est un fonds croissance par opposition à un fonds value, peut-être pour Je nos vais clients. essayer d'expliquer ça rapidement et simplement. Je pense qu'un fonds value, finalement, c'est un fonds sur lequel on va investir sur des entreprises sur lesquelles la valeur que l'on va payer ne reflète pas d'une certaine façon la valeur instantanée de l'entreprise. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle des sommes de parties, c'est-à-dire qu'on va on va donner des valorisations à chacun des métiers de l'entreprise, on va totaliser, on va se dire, tiens, ça vaut 100 a priori, alors que je peux l'acheter à 70 ou à 50. Bon. Ça, c'est une stratégie value. En fait, on va essayer d'acheter des actifs qui sont décotés. Une stratégie de croissance, c'est une stratégie où finalement, on va acheter le futur. Donc, on va se poser la question de savoir quel est le résultat que peut enregistrer l'entreprise à 3 ans, 4 ans, 5 ans, et on va se dire qu'est-ce que ça vaudra dans 5 ans. Et donc, on est prêt à payer à l'instant T, aujourd'hui, quand on investit, une valeur qui est très supérieure à celle que l'on est prêt à payer pour une entreprise value. Pourquoi ? Parce que finalement, à la différence de l'entreprise de croissance, l'entreprise value, elle progressera moins. Elle aura un chiffre d'affaires qui progressera moins à l'avenir. Donc, finalement, la valeur de l'anticipation est moindre. Donc, ces deux stratégies, finalement, qui peuvent se mélanger au sein de fonds, par exemple, Echiquier Agressor, qui est un fonds que beaucoup de gens connaissent, est un fonds qui investit sur les deux types de stratégies. Mais je dirais à la financière de l'Echiquier, on a fait le choix depuis un certain temps d'avoir des fonds qui sont des fonds de croissance et des fonds value, qui ont donc des orientations qui sont très claires. Et donc, les changements dont j'ai parlé tout au long de l'année 2020, finalement, se reflètent parfaitement dans les performances de différentes classes d'actifs. C'est des classes d'actifs qu'il faut savoir panacher. Et aujourd'hui, en fait, finalement, c'est ce que l'on recommande à nos investisseurs. Et je pense que vous, en tant que conseiller, vous avez vraiment un rôle à jouer très actif, finalement, sur l'allocation, sur ces différentes stratégies qui sont finalement assez différentes, qui ont des rythmes de performance qui peuvent être différents et qui permettent de construire le portefeuille de vos clients. C'est pour ça que vous êtes plusieurs ce soir et du coup, pour boucler ce petit tour 2020, Michel Legros, alors plutôt value, croissance, a priori c'est plutôt value chez Clartan, donc peux-tu nous dire peut-être un petit mot, je ne sais pas si tu veux rebondir sur la macro ou pas, ou sinon si tu veux nous parler notamment de l'appétit d'investir en actions. La macro, on n'aura pas beaucoup de choses nouvelles à rajouter. Nous sommes d'accord chez Clartan avec l'essentiel de ce qui a été dit et nous faisons un petit parallèle entre les 10 années qui viennent
et les années folles qui ont suivi la crise sanitaire de la peste à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, nous pensons qu'il est assez probable que la croissance sera un peu supérieure à ce qui était anticipé il y a quelques mois. Et d'ailleurs, nous constatons, mois après mois, les révisions à la hausse des chiffres de croissance donnés par les grands organismes de prévision, le FMI, l'OCDE ou autres. Deuxièmement, je reviendrai après sur les relations des performances croissance et value, mais je serai heureux de passer l'essentiel du temps sur un petit plaidoyer pour les actions qui, à notre avis, chez Clarton, offrent le meilleur vecteur de revalorisation de l'épargne et le faire avec des chiffres très simples. Nous voyons ici, nous avons choisi les obligations américaines et les actions américaines, car c'est là où on a les statistiques les plus longues et les plus solides, mais c'est à peu près partout la même chose. On constate depuis plus de 100 ans que la rentabilité moyenne annuelle de la classe d'actifs obligataires souveraines a été de moins de 2%, donc c'est la performance après inflation, avec des périodes de perte de 2, 3, 4% sur 10 ans qui arrivent à plusieurs reprises au cours du siècle écoulé. Si on regarde la partie action, eh bien on s'aperçoit que les périodes de perte sur des périodes longues ne sont pas plus fréquentes, elles ne sont quasiment pas plus profondes, mais qu'à l'inverse, la performance est largement supérieure puisqu'elle s'établit à 6,6, c'est-à-dire plus de 3 fois au-delà de la performance obligataire. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi, chez Clarton Associés, pour nos clients, d'investir principalement en actions. Et les gens sont terrorisés par les marchés actions en règle générale parce que les marchés d'actions sont volatiles. Et qu'est-ce que veut dire la volatilité? Eh bien, ça veut dire que les cours peuvent monter ou baisser fortement d'une année sur l'autre. La volatilité moyenne des marchés actions est de 17,5% par an depuis un peu plus d'un siècle, ce qui veut dire que si on part d'un marché un petit peu surévalué pour aller à un marché un petit peu sous-évalué, on a une évolution de 35% des cours, donc c'est très très important, avec une performance moyenne de 7 à 10% sur les marchés. Donc c'est 4 années de performance. Mais si on se projette dans la durée, c'est-à-dire 7-8 ans, eh bien, on s'aperçoit que la volatilité des actions devient inférieure à celle des obligations. Donc, pour finir sur le plaidoyer des actions, je voudrais qu'on passe à la dernière slide. L'avenir pour nous est assez simple pour le choix de l'épargne de nos clients. Si nous restons sur des fonds en euros, eh bien, la rentabilité sera négative et on verra le pouvoir d'achat probablement érodé de 10, 20, 30% ou plus sur une période de 8-10 ans, ce qui est tout à fait colossal. Alors, c'est très lent, très progressif, mais même si l'inflation ne reprend qu'à un rythme de 1,5-2%, il est probable qu'on aille un petit peu au-delà pendant un certain temps, eh bien, la perte de pouvoir d'achat sera considérable, alors que sur un placement action intelligent, eh bien, nous allons plus que doubler le capital. Alors, pour revenir sur les styles croissance et value très rapidement. Très rapidement, Allez, Michel. Ou à la fin, je ne suis pas obligé de le faire. Je suis très heureux. Non, vas-y, tu peux y aller. Si on prend encore une fois les indices américains croissance et value, sur une période de 22-23 ans, la performance est grosso modo la même sur les deux styles, mais évidemment, il y a des périodes très, très différentes. Et sur les 5 dernières années, eh bien, la croissance a fait largement mieux que la value, plus de 2 fois la performance de la value, mais il y a des périodes comme celle qui démarre au début des années 2000, si on prend une période de 7-8 ans, eh bien le style croissance a abouti à une performance négative de l'ordre de 50%, alors que le style value a connu une performance de plus 60%. Donc ça dépend évidemment des périodes. Et nous pensons que même si la période qui a commencé le 9 novembre, date de l'approbation du premier vaccin contre le Covid, annonce un retournement, nous sommes au début de ce retournement, il n'y a pas une similarité totale entre le début des années 2000 et maintenant, bien évidemment, mais il y a quand même des points de similitude et la hausse des taux d'intérêt qui arrive, qui a déjà commencé, pourrait accentuer cette transition de style. Super, merci Michel pour ce constat et ce plaidoyer pour les actions. Alors maintenant qu'on a, je dirais, parlé du cadre général de la macroéconomie, qu'on a regardé, fait un petit point sur 2020, je pense qu'il est urgent de se projeter sur 2021 et de nous dire un peu ce que vous en pensez. Alors l'année est déjà bien entamée, mais peut-être nous dire un petit peu comment vous avez vécu ces premiers mois et quelles sont les perspectives que vous voyez pour les mois
futur. Et donc, je vais repasser la parole à Pierre, notamment pour les fonds que nous utilisons assez régulièrement, justement ces fonds croissance que je dirais, dont tu parlais tout à l'heure, pour nous dire un petit peu comment vous voyez ça. Il y a une petite sous-performance qui est liée au style là, depuis les premiers mois de l'année. Comment vous envisagez la suite? Et puis, je sais qu'il y a aussi une petite nouveauté dans les tuyaux. Peut-être que tu peux nous faire un petit peu de teasing par rapport à ça. Donc, je te laisse aller toute petite dizaine de minutes pour nous parler de tout ça. D'accord, bon, écoute, merci. Bon, écoutez, voilà un peu ce que l'on observe, hein. C'est une observation tout à fait simpliste, hein, c'est-à-dire que c'est les performances des indices sur 2021 à vendredi dernier. Donc, il faut regarder les colonnes de gauche. La colonne de gauche, c'est le nom des indices. Donc, il y a des indices américains, des indices européens. Un peu plus bas, il y a des indices asiatiques. Les deux colonnes importantes sont les deux colonnes de droite, en fait. Alors, avec une première, la plus à droite, qui est la performance en euros, et celle qui est juste à côté, un peu plus à gauche, qui est la performance en valeur absolue. Alors, je dirais, il y a un premier constat. C'est que si je regarde les indices américains, je me rends compte que le Nasdaq performe, hein, il est positif, mais il sous-performe des indices plus généraux. Donc, ça reflète un peu ce que disait Michel. C'est vrai qu'il y a un regain d'intérêt pour des valeurs plus cycliques, des valeurs plus value, qui sont mieux représentées dans des indices comme le S&P 500, un indice américain qui est composé de 500 valeurs, que dans le Nasdaq, qui est un indice technologique. Donc, première observation, la technologie connaît un début d'année plus compliqué. Alors que si je regardais ce qui s'était passé en 2020, vous auriez observé une très forte surperformance, on l'a vu sur le tableau que je montrais tout à l'heure, des valeurs technologiques. Donc, on n'est plus dans ce cadre-là. Deuxième observation que je peux faire, et vous regardez la colonne de droite, l'Europe surperforme un peu les États-Unis. Alors, je me permets d'insister là-dessus parce que c'est assez rare, en fait, hein, que l'Europe surperforme les États-Unis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un consensus de plus en plus important pour dire, même aux États-Unis, qu'il faut réinvestir sur l'Europe. Il faut le signaler, et je pense qu'il faut le souligner, parce que si on regarde un peu ce qui s'est passé sur 2018, 2019, même 2020, finalement, les investisseurs internationaux avaient assez peu d'intérêt pour l'Europe. Pourquoi l'Europe pourrait être plus intéressante? Parce que finalement, l'Europe est en retard sur sa sortie de la crise sanitaire. Je pense que les investisseurs internationaux s'en rendent compte, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu beaucoup de bonnes nouvelles aux États-Unis, elles sont en train d'arriver en Europe. Alors, il va y avoir des aléas qui vont être liés peut-être à l'évolution de la crise sanitaire, peut-être quelques variants de ci, de là, mais je dirais pour les investisseurs et pour les marchés, ces risques-là, ils sont déjà intégrés. Et puis, si je regarde en bas du tableau, finalement, je me rends compte que l'Asie est plutôt en retard, hein, avec une Chine qui est un peu en difficulté, et donc des marchés émergents, d'une certaine façon, qui sont un peu en retard. Donc, voilà le tableau, en fait, hein. Le tableau, il est assez simple. Alors, après, quand je rentre dans le détail et je regarde sectoriellement ce qui se passe sur 2021, et là, vous avez donc sur ce graphique-là les différentes performances sectorielles des différents sous-groupes qui composent l'indice, je me rends compte que finalement, il y a beaucoup déjà de dispersion, hein, c'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup d'écart entre le secteur qui performe le mieux et le secteur qui performe le moins bien, ce qui veut dire que finalement, la façon dont vous avez alloué vos investissements de façon sectorielle va beaucoup compter pour votre performance. Et ce que je remarque, enfin je peux aujourd'hui l'affirmer, c'est que des secteurs comme les secteurs bancaires, le secteur comme le secteur automobile, le secteur comme le retail qui est la distribution, sont des secteurs qui sont plutôt des secteurs value. Donc en fait, on le voit bien sur ce début d'année, les secteurs les plus value, ceux qui étaient le plus en retard en termes de valorisation, surperforment. La technologie, comme vous pouvez le voir, est le 8e meilleur secteur aujourd'hui. Alors, il surperforme l'indice général, hein, puisqu'on est sur une performance de 15,6% versus 12,5%. Mais finalement, à la différence de ce que l'on observait à nouveau sur l'année 2020, il est plutôt, il performe moins bien, il a une performance qui est moyenne. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, effectivement, sur cette première partie de l'année, on a plutôt un avantage aux secteurs les plus value. Nous, notre scénario sur l'année 2021 à la financière de l'échiquier, c'est finalement un marché qui sera beaucoup plus équilibré en 2021 que ce que l'on a observé en 2020, avec beaucoup moins de déformations. Et on a un peu l'impression finalement que la technologie, effectivement, sur laquelle on a eu une consolidation assez importante, alors là aussi, avec un calendrier qui est intéressant à souligner, c'est-à-dire que finalement, l'année 2021 a aussi connu déjà
son premier virage, hein, puisqu'il y a eu un virage qui est intervenu à partir de la mi-février, avec un mouvement finalement qui a un peu pris le marché à contre-pied de remontée de taux d'intérêt, entre autres aux États-Unis, hein. Je ne sais pas si certains surveillent l'évolution des taux américains à 10 ans, mais enfin, ils ont connu une très forte progression à partir sur les 15, le mois qui a suivi la mi-février, les 4 semaines qui ont suivi la mi-février. Et on a connu, ça a eu un impact, je dirais, assez fort sur les performances en fait des valeurs technologiques. Alors, si je reviens sur la gamme de la financière de l'échiquier, qu'est-ce que je peux voir? Je vois que finalement notre fonds échiquier Value, qui est un fonds finalement, comme le faisait remarquer Michel Legros, qui depuis plusieurs années a un comportement qui est décevant, c'est toujours un peu le dernier de la classe de notre gamme de fonds, et le fonds qui performe le mieux. Il a raison, puisque finalement c'est le fonds qui, du fait de sa stratégie d'investissement, surreprésente ces secteurs qui surperforment fortement depuis le début de l'année. En contrepartie, je vois que nos fonds de croissance, certains que vous connaissez, je pense échiquier Agenor, qui investit sur les petites et moyennes valeurs européennes, alors sous-performe. Ça ne veut pas dire qu'il ait une performance négative, ça veut dire qu'il est un peu décevant dans sa progression par rapport à l'indice. Une stratégie comme échiquier Major qui investit sur des grosses valeurs leaders européennes et sous-performe un peu l'indice aussi, il est autour de 8,5, 9% de performance, vous voyez, versus un indice qui est autour de 12,5. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Non, de notre point de vue, parce que finalement, ces dossiers sélectionnent d'une part des valeurs de qualité, des valeurs qui ont des positions de marché qui sont fortes, des valeurs qui souvent ont des produits qui leur permettent d'avoir ce qui s'appelle du pricing power. Le pricing power, c'est finalement la capacité à augmenter les prix de ce que vous vendez sans que c'est un impact en fait sur la génération de votre chiffre d'affaires. C'est que finalement, ce sont des produits qui ont des propositions qui sont suffisamment fortes pour continuer à être achetés. Et dans l'environnement dans lequel on est, avec des craintes effectivement de résurgence de l'inflation, même si de notre point de vue, c'est plus des craintes qui concernent le marché américain que des marchés européens, sont des valeurs qui retrouveront en fait une attractivité. Et puis, ce sont des valeurs de croissance, c'est-à-dire que sur une année comme celle qu'on vit en 2021, ce n'est pas parce que la performance est un peu en dessous de l'indice que pour autant, ces sociétés ne continuent pas à croître et à faire croître donc leur chiffre d'affaires, à faire croître leurs résultats. Et on va retrouver en fait un effet élastique les trimestres passants en faveur de ces valeurs-là. Alors, juste un mot peut-être sur les thématiques, parce que c'est vrai que la financière de l'échiquier a développé en fait une gestion internationale à partir de 2010 en lançant un premier fonds en fait qui s'appelle World Equity Growth, qui est un fonds très concentré de conviction qui investit sur des valeurs de très forte croissance. Et puis, depuis quelques années maintenant, des fonds de thématiques, je vous en ai parlé rapidement, qui s'appellent entre autres, qui investissent sur la thématique de l'intelligence artificielle ou la thématique ce qu'on appelle World Next Leader, des nouveaux leaders, sont des mid-cap, alors excusez-moi pour le jargon, des sociétés de taille moyenne à l'échelle mondiale, mais qui ont des compétences et des propositions qui leur permettent déjà de générer du résultat et de connaître une croissance très très forte. Ces fonds thématiques s'inscrivent en sous-performance. Et alors, à la différence des chéquiers Agenor sur lesquels la performance reste positive, ce sont des fonds qui aujourd'hui connaissent des performances négatives, ce qui est embarrassant. Alors, déjà, la première raison, c'est que ça avait très bien performé l'année dernière. Je rappelle des performances de l'ordre de 80-90% dans le cas de World Next Leader. Donc, c'est normal finalement qu'on ait une petite respiration. Est-ce que pour autant, il faut abandonner ces fonds thématiques? Nous, ça ne semble pas la bonne approche. C'est-à-dire que ce sont des sélections de valeurs sur lesquelles on a des croissances qui sont absolument extraordinaires. Si je regarde le taux de croissance moyen des titres qui sont au sein de ces fonds-là, ils sont d'environ 30%. Donc, année après année, on va avoir une accrétion finalement de la capacité bénéficiaire de ces valeurs-là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi peut-être à mentionner, c'est qu'on sort là tout juste de la période des publications trimestrielles. Donc, l'ensemble de ces entreprises-là ont publié leurs résultats pour le premier trimestre 2021 et nous n'observons pas en fait de ralentissement de leur dynamique. Au contraire, même, on a plutôt eu des bonnes surprises. C'est ce qui nous a mené, c'est là où j'arrive un peu sur l'innovation, peut-être dont tu parlais. Voilà, une petite minute pour terminer et pour nous faire un peu de À teasing. nous intéresser à une nouvelle thématique. On vient de la lancer, donc le fonds vient d'être ouvert aux souscriptions cette semaine, qui est la thématique de l'espace.
Alors, c'est d'une part assez rare, puisque en fait, on est la première société de gestion européenne à lancer un fonds sur cette thématique-là. L'espace, comme vous pouvez le voir, est je dirais, un territoire qui est de plus en plus dynamique, avec de plus en plus d'entreprises, qui connaît une croissance forte parce que finalement, l'évolution technologique permet maintenant, ne serait-ce par exemple dans les satellites de communication, de lancer des myriades de satellites qui vont permettre de créer par exemple des réseaux de télécommunications et beaucoup d'acteurs sont en train de se positionner là-dessus. Il y a beaucoup d'innovations et nous, notre idée finalement, c'est de nous accrocher derrière cette dynamique sectorielle à travers encore une fois une sélection de valeurs précises sur ce qui nous semble être les dossiers les plus pertinents, les plus intéressants, les mieux positionnés pour en bénéficier et à travers ça, vous permettre de bénéficier de ces thématiques-là. Encore une fois, avec quand même quelque chose que je veux souligner, ce sont des fonds sur lesquels les performances sont intéressantes si vous restez sur des durées longues. C'est-à-dire que n'allez pas investir sur la thématique de l'espace pour les 6 prochains mois ou sur les 12 prochains mois. Considérez cette thématique comme une thématique de diversification sur lesquelles progressivement vous allez allouer des capitaux. Mais je pense que tant Emmanuel que Pierre sont tout à fait compétents pour vous conseiller sur sur ce type ce mode d'investissement. Voilà. Super, merci Pierre pour ce point 2021. Et donc le nouveau fonds, il s'appellera comment? Échiquier Space? Space, ok. Ouais. Bon, voilà. Il s'appelle déjà comme ça. Ah voilà, il s'appelle déjà comme ça. Ok. Du coup, je passe la parole à Michel. Donc, même exercice idéalement un peu moins de 10 minutes sur justement le process peut-être de Clartan. Comment vous voyez, alors vous refaites un petit peu la cerise, si je suis un petit peu familier, donc avec des performances 2021 qui sont meilleures que ceux de 2020, bien évidemment, liées à cette rotation, on va dire, du cycle. Donc, peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce processus et sur votre vision des prochains mois, des prochaines années surtout, et sur ce rattrapage qui n'a peut-être que commencé. Et justement, s'il n'a fait que commencer, peut-être que nos clients sont intéressés pour participer à l'aventure et pour monter dans le train. Donc, peut-être à toi de nous dire si le train est en gare et qu'il faut y aller. Oui, alors chez Clartan Associés, nous avons fait le choix d'investir en actions. Et cela veut dire que beaucoup de nos clients ont une part très très importante de leurs actifs en actions. C'est-à-dire qu'au lieu de fonctionner comme font beaucoup de conseillers, nous mettons en fait la totalité du patrimoine de nos clients en actions, si ceux-ci acceptent la volatilité, et nous conservons une épargne de précaution pour les 5 premières années de besoin de trésorerie. L'idée étant d'avoir une performance élevée, pas forcément la plus élevée, mais très élevée sur une partie importante des capitaux gérés. Et nous le faisons d'une manière extrêmement rigoureuse avec un processus que nous appelons Quality and Value, qui consiste à acheter des actifs de très grande qualité, les acheter uniquement quand ces actifs sont décotés, donc ça c'est la partie value, et nous les vendons systématiquement quand nous arrivons en zone de surcote. Et ce processus de gestion qui était noté AAA et platine par Standard & Poor's à l'époque où la société de notation de fonds effectuait des notations qualitatives des fonds, eh bien nous l'appliquons de manière collégiale avec une équipe d'analystes de 9 personnes et des équipes de 4 ou 5 personnes par fonds. Est-ce qu'on peut passer après? Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur cette diapositive, mais pour revenir sur ce que disait Sophie tout à l'heure, une des principales qualités une des principales caractéristiques des sociétés de qualité, c'est la rentabilité. C'est ce qu'on trouve ici à droite avec le fameux ROE, qui est un acronyme barbare que nous avons choisi de mettre. ROE veut dire en anglais Return on Equity, retour sur fonds propres. C'est la rentabilité intrinsèque des sociétés dans lesquelles nous investissons. Car nous pensons chez Clartan de manière extrêmement simple que la rentabilité que nous avons dans nos fonds est directement corrélée à la rentabilité des sociétés dans lesquelles nous investissons. Alors, il est important de passer un peu de temps quand même sur le côté prix, parce que on peut très bien acheter une société de grande qualité et perdre de l'argent sur une période assez longue. Si on prend l'exemple de L'Oréal qui valait plus de 90 € en 99-2000, on la retrouve au même prix une douzaine d'années plus tard. Mais si on achète la société à 200% de son prix et qu'on la vend à 30% de décote par rapport à sa valeur intrinsèque, on peut perdre de l'argent sur une période longue. C'est la raison pour laquelle nous exigeons
systématiquement une décote importante par rapport à ce qu'on appelle la valeur intrinsèque que nous calculons en interne en valorisant les entreprises après avoir bien compris leur business model et quand nous estimons être capables de projeter une rentabilité donnée sur un nombre d'années donné. On peut passer. Donc, l'avantage de Clartin Valeur est que le fonds est le fonds que nous mettons en avant systématiquement chaque année depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire que une des caractéristiques de la société Clartin est de ne pas suivre les modes, mais de travailler dans la durée avec ses clients. Et donc, nous avons beaucoup de clients particuliers qui ont la totalité de leur patrimoine financier dans ce fonds et nous le gérons comme un holding familial. Et dans les caractéristiques favorables du fonds, on peut noter ce qu'on appelle le time to recovery, qui est là aussi, excusez-moi, un terme un peu barbare, qui est le temps maximum pour retrouver son argent s'il y a des problèmes importants en bourse. Et ce fonds a connu un time to recovery, un temps maximum pour récupérer son capital de 3 ans et 3 mois, quand les indices, beaucoup d'indices ont des durées de 6 ou 7 ans, voire 10 ans, et c'est la même chose pour un certain nombre de supports. La performance moyenne annuelle nette de frais a été de 7,7% par an au jour d'aujourd'hui, en sachant qu'il y a des périodes où c'est beaucoup plus favorable, et nous guidons sur une performance de plus de 10% par an sur les 7-8 prochaines années, car nous sommes à un niveau de décote assez substantiel, avec une partie importante du portefeuille sur des titres qui ont beaucoup souffert de la crise sanitaire et qui commencent seulement à se relever. Si on peut passer un petit peu, nous sommes investis dans des secteurs d'avenir, que ce soit l'environnement, démographie, on a parlé de digitalisation tout à l'heure, consommation et externalisation, avec ici un certain nombre de dossiers sur lesquels on pourra revenir si vous le souhaitez. Et la durée de détention moyenne chez nous est plutôt entre 5 et 7 ans, donc ce sont des durées véritablement longues, même si pendant l'année 2020, nous avons fait ce que j'appelle des allers-retours, une expression pas très heureuse, mais avec une volatilité extrême des cours, la possibilité de réaliser des plus-values substantielles dans des périodes courtes. 2 exemples de titres forts décotés dans notre portefeuille. On a Danone qui a, à notre avis, une décote substantielle malgré des avantages concurrentiels forts, un rendement élevé, des plans d'économie de coûts qui devraient lui permettre d'augmenter de manière assez substantielle ses résultats dans les années qui viennent. Et puis on a mis la société Page qui est vraiment emblématique de ce que nous allons connaître dans les trimestres qui viennent, c'est-à-dire un levier opérationnel sur les résultats absolument considérables. Pour la société Page Group, qui est donc un des leaders dans le recrutement, nous attendons une multiplication par 8 des résultats en 2021, donc pour une augmentation du chiffre d'affaires d'une quinzaine de pourcents, entre 10 et 20%, on ne sait pas encore exactement. Mais beaucoup des sociétés dans lesquelles nous sommes investis ont fait des ajustements de coûts substantiels qui ont été aidés par la crise du Covid, puisque beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise que nous rencontrons disent ouvertement qu'ils ont pu faire passer un certain nombre de mesures qu'ils n'auraient pas pu faire passer en 5 ans sans cette crise du Covid, et que les niveaux de rentabilité qui seront atteints dès 2021 seront probablement largement supérieurs à ceux qui sont attendus par beaucoup de personnes. Est-ce qu'on peut... Alors, ça, c'est ce que nous mettons le plus en avant quand nous mettons notre fonds en proposition d'investissement. Au lieu de regarder une période courte, une période donnée, nous regardons la totalité des valeurs liquidatives fin de mois depuis 30 ans. Donc, c'est quand même un échantillon statistique important. Et on s'aperçoit dans la partie gauche du graphe qu'à un horizon de 5 ans, eh bien, on ne perd quasiment jamais d'argent. Et sur une période de 7 ans, de manière systématique, sur 7 ans glissants, on gagne de l'argent. Les performances cumulées sur les périodes de 5, 7 et 10 ans se retrouvent dans les rectangles verts. Et si on achète le fonds après une baisse de 10%, et ça c'est quelque chose que nous avons mis en place pour essayer de persuader les gens qu'il n'est pas souhaitable de vendre dès qu'on a un petit accès de faiblesse en bourse, nous vous invitons clairement à faire ce que nous faisons avec les sociétés. Si nous investissons dans une société de grande qualité qui connaît un accès de faiblesse en bourse pour des raisons non rationnelles ou non justifiées à nos yeux, eh bien nous renforçons les positions. C'est ce que nous vous conseillons de faire avec les supports d'investissement si vous avez confiance dans les équipes de gestion. Et si vous achetez le fonds valeur après une petite baisse, eh bien il n'y a pas de cas négatif de performance à 5 ans et les performances actuarielles sont largement améliorées. Donc, pour conclure, le fonds est décoté aujourd'hui et nous pensons que la performance des 7 à 8 années qui viennent seront
meilleur que l'historique de 30 ans, en sachant que si on prend la période qui s'est terminée en 2007, la performance sur plus de 15 ans était de 13% par an. Donc 10% n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Ce sera peut-être un peu plus, un peu moins, mais nous sommes très à l'aise avec ce genre de rentabilité sur une période assez longue. Donc beaucoup d'optimisme sur le segment de la value, beaucoup d'optimisme sur le fonds Clart en valeur. Merci Michel pour cet exposé. On va conclure avec Sophie. Alors chez Odo, est-ce que c'est plutôt de la value, plutôt de la croissance, les deux en même temps? Peux-tu nous faire un petit teasing sur 2021, les fonds à mettre en avant? Comment vous voyez ça chez Odo? Oui, bien sûr. Alors, beaucoup de choses ont été dites à la fois sur l'aspect marché et produit depuis le début de cette conférence. Je vais essayer d'être brève. Au sein du groupe Odo BHF Asset Management, nous avons aussi vu depuis le début de l'année certains fonds vraiment surperformer. Je pense notamment à un fonds banque qui est Odo BHF European Banks, forcément, en lien avec tout ce que nous avons pu dire. Il n'en demeure pas moins que sur le moyen long terme, nous conseillons nos investisseurs d'avoir des solutions diversifiées. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler de la gamme Polaris. Cette gamme de fonds, elle est investie sur des actions et des obligations, sur un univers international et exposée aux thématiques d'avenir. Et finalement, ce qui est important de noter, c'est qu'est-ce qu'un bon investissement pour un client? Un bon investissement pour un client, c'est un investissement qui va répondre à son besoin de performance au regard du risque qu'il peut prendre et de ses contraintes aussi de liquidité. Et fondamentalement, là, cette gamme de 4 fonds, vous le voyez sur cette page, eh bien, il y a un fonds pour chaque client en fonction de son appétence pour le risque et de ses contraintes aussi en termes de rentabilité et de performance. Et finalement, chaque fonds Polaris a un poids en action qui dépend de chaque profil investisseur. Vous voyez, du plus prudent, avec Odo BHF Polaris Moderate, au plus dynamique, avec finalement l'étoile filante de la gamme Polaris, qui est Odo BHF Polaris Dynamique. Vous voyez des encours quand même assez substantiels dans ces fonds. Le point commun de ces fonds, c'est qu'ils disposent tous donc effectivement d'une bonne performance sur un historique de performance, je tiens à souligner qu'il y a 15 ans. Donc, ces fonds, ils sont aussi passés à travers des crises comme 2008, crise des subprimes, 2011, crise de la dette souveraine, 2018, conflit sino-américain ou encore, bien évidemment, 2020. Crise sanitaire. Et effectivement, même en 2020, ces 4 fonds ont réussi à avoir une performance positive. Comment? L'approche est simple. L'approche est simple parce que ces 4 fonds, ils ont une approche, il faut savoir, patrimoniale. L'approche est simple et transparente. On n'a pas de recours à des effets de levier dans ces fonds. On n'investit que dans des titres liquides. Ça, c'est aussi important de le noter. Et on investit avant tout dans des belles histoires, dans des entreprises. Et ce qui va être la source de performance de ces fonds, ça va être effectivement les poches actions qui seront orientées sur l'axe que j'évoquais tout à l'heure, qualité-croissance, avec également aussi la partie valorisation qui est importante toujours, mais qualité pour la résilience des entreprises, croissance pour la performance d'aujourd'hui et de demain. Et finalement, cette capacité à répondre aux besoins de nos clients et partenaires sur la régularité de la performance. Et donc, vous le verrez, je vois que le temps passe et vous avez certainement tous aussi des contraintes, mais vous le verrez dans les performances de ces fonds, il y a une vraie cohérence en plus de retour sur l'investisseur en fonction de chaque profil. Donc, sur le fonds modéré, vous allez avoir une performance autour de 3-4% par an sur 3, 5 ou 10 ans. Et puis, sur le fonds le plus dynamique, vous allez avoir une performance qui va osciller entre 9 et 11%, que ce soit sur 3, 5 ou 10 ans. Et finalement, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est, je vous parlais de long terme, c'est vraiment l'incarnation de cette gamme, c'est le long terme, parce que derrière, on a aussi des clients privés qui recherchent aussi une certaine forme de préservation du capital à moyen long terme. Ça, c'est quelque chose qu'on entend et qu'on prend en compte.
Et finalement, sur à la fois 3, 5 et 10 ans, ces 4 fonds, leur point commun aussi, c'est qu'ils sont classés dans le premier quartile de leur catégorie Morningstar, c'est-à-dire qu'ils sont parmi aussi les meilleurs de leur peer group par rapport à leurs compétiteurs sur un ratio performance ajusté du risque et donc notamment de la volatilité. Donc, c'est vrai que cette gamme de fonds Polaris, c'est une vraie conviction pour la maison Odo. Et également, vous le verrez, ces fonds, ils sont exposés aux thématiques de croissance de demain, comme la digitalisation. Vous retrouverez une société comme Alphabet, je l'ai évoqué, Google, mais aussi Microsoft. Ils sont exposés aux nouvelles tendances de consommation avec l'explosion de l'e-commerce. Vous retrouverez une société comme PayPal, qui a été le principal contributeur à la performance en 2020. Vous retrouverez la thématique du vieillissement de la population, bien évidemment, hein, avec, je parlais des medtech tout à l'heure en introduction, le développement des medtech, vous avez une société comme Stryker aux États-Unis, et puis aussi le développement de la classe moyenne, notamment en Asie. Et là, vous retrouverez certaines convictions asiatiques. Je pense notamment à Tencent. Aujourd'hui, si on parle tout de même de croissance pour l'avenir, on ne peut pas ne pas être investi sur la zone asiatique, hein. Donc, il y a également TSMC à Taïwan, typiquement en portefeuille, sur l'industrie des semi-conducteurs, hein, aussi intéressant aujourd'hui. Donc, voilà, vous verrez, c'est un peu nos pépites. Et je me ferai un plaisir avec Emmanuel et Pierre de répondre à vos questions sur ces fonds si vous avez besoin de plus amples informations. Merci beaucoup Sophie pour cette rapide conclusion. Donc en résumant grossièrement, on va dire plutôt de la croissance financière de l'échiquier, plutôt de la value chez Clartan et peut-être allez, on va dire de la flexibilité chez Odo avec une gamme Polaris qui va vous permettre d'être en mode pilotage automatique et de choisir votre risque en fonction de la durée de votre investissement. Alors, on va tout doucement terminer. On a quelques questions sur le chat. Qui c'est qui veut répondre Alors, on a des questions sur la dette. Alors, peut-être un petit mot sur le poids de la dette française. Est-ce que l'un ou l'autre veut parler de la dette française? Est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème? Est-ce qu'on va la rembourser un jour? On la remboursera jamais? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas qui se lance. Je sais pas si Sophie, tu veux dire un mot sur le poids de la dette en France? Oui, alors effectivement, ça a été un des sujets liés finalement à cette injection de liquidité, hein, massif des banques centrales et des gouvernements. Bon, ce sera selon nous pas un problème. Effectivement, on trouvera des solutions quant au poids de la dette des pays. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, hein, encore une fois, sur les actifs obligataires, nous préconisons d'être vigilants. Notamment sur la dette obligataire souveraine des pays européens qu'on appelle core, à savoir la dette allemande ou également la dette française, qui émettent aujourd'hui des obligations sur des maturités longues avec des rendements négatifs. Et si tant est que les taux vont continuer à monter un petit peu, même si effectivement, on l'a évoqué, la dynamique semble plus importante aux États-Unis qu'en Europe. Cette tension peut également se créer en Europe et on a commencé à le voir depuis le début de l'année. Là, attention à vos investissements obligataires. Merci beaucoup. Peut-être juste, peux-tu garder la main et nous dire, quelqu'un nous demande qu'en est-il de la thématique du private equity? C'est vrai que c'est quelque chose que nous mettons assez régulièrement en portefeuille, alors pour des sommes, on va dire, raisonnables, mais c'est une classe d'actifs qu'on n'ignore pas. Peut-être un petit mot dessus si tu as quelque chose à nous dire. Je sais que c'est un sujet que vous traitez chez Odo assez régulièrement. Oui, oui, tout à fait. Alors, sur le sujet du private equity, on a plusieurs solutions d'investissement pour nos clients. C'est effectivement aussi une de nos convictions. On cherche toutefois là aussi à être assez sélectif parce que on voit aussi des niveaux aujourd'hui de prix sur certains pans du marché du private equity, donc du non-coté qui atteignent des records. Donc, on tient aussi à être vigilant et à diversifier aussi nos investissements sur la dette non cotée à travers aussi des investissements dans ce qu'on appelle le secondaire.
Donc, à titre de diversification aussi des allocations, aujourd'hui, on a autour de 5% de préconisés pour une allocation diversifiée sur du non-coté. Merci beaucoup. Peut-être Michel, peut-être tu peux peut-être répondre. Il y a une question sur l'action Société Générale. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est dans votre, je dirais, dans vos analyses. Est-ce que c'est une valeur que vous connaissez, que vous suivez? Je ne sais pas si tu as un mot à nous dire dessus. On a une question un petit peu plus précise là-dessus. Oui, alors la Société Générale ne figure pas dans le fonds Clarton Valeur car les critères de rentabilité ne correspondent pas à ce que nous recherchons. Et en termes de fiabilité, la société ne présente pas non plus les mêmes garanties que BNP, qui est, elle, détenue dans ce fonds. Mais sur une base de valorisation, nous pensons que le titre est encore largement sous-évalué et qu'il est assez peu probable que malgré le rebond, il reste à ce niveau-là. Il est assez probable que les mesures engagées par la direction mettront en valeur la rentabilité d'un certain nombre de parties du groupe Société Générale et que le cours progresse assez sensiblement dans les trimestres qui viennent. Super, merci. Peut-être une question pour Pierre, du coup. On a une question sur que pensez-vous des annonces d'Elon Musk sur Twitter? Alors, je ne sais pas si c'est à propos du Bitcoin d'il y a quelques jours. Je ne sais pas, peut-être de façon plus générale, qu'est-ce que vous pensez de Tesla, de la valeur, du personnage? Peut-être, voilà, comment vous voyez ça, vous, à la financière? Bon, Tesla, on est prudent, je dois dire, pour des raisons de valorisation, parce que c'est pas parce qu'on investit dans des thématiques de forte croissance qu'on ne regarde pas les valorisations. Quant au personnage, je dois reconnaître qu'il est quand même assez extraordinaire. Je pense que son bilan plaide pour lui, hein. C'est quand même un gars qui a moins de 50 ans, qui a été capable de créer quand même, de révolutionner le secteur automobile, de crédibiliser la voiture électrique, hein. Je pense que sans Tesla, on n'en serait probablement pas là dans tous les projets qu'on observe. Et puis, il est aussi efficace sur l'espace, hein. Ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur, comme je l'ai dit, hein, puisqu'on lance un fonds sur cette thématique. Donc, bon, après, quant aux annonces sur Twitter, je dirais il fait partie probablement de ce qu'on peut appeler les influenceurs. Donc, beaucoup de gens suivent ce qu'il dit. Et puis, c'est pour parler du Bitcoin, il a eu un revirement assez étonnant, je dois dire, hein, puisque successivement, il nous a annoncé que Tesla investissait sur le Bitcoin, qui a permis finalement à cette cryptocurrency, au fait, ces crypto-monnaies de s'envoler pour finalement dire que ce n'était pas un bon actif pour Tesla. Bon, et là, on voit un peu, je dirais, c'est une bonne illustration de l'importance que prennent maintenant les stratégies dites ISR, donc investissement socialement responsable, puisque probablement c'est sous la pression en fait de ces investisseurs-là qu'il a dû sortir en fait de cet actif. Donc, c'est un des influenceurs probablement à suivre. Moi, je ne le suis pas personnellement, mais j'avoue, j'ai une grande admiration pour le parcours, même si après, si on rentre dans le détail, il y a probablement des choses un peu contestables, mais comme pour tout le monde. Merci pour ta réponse. Alors du coup, ça c'est marrant parce qu'on a notre dernière visio avait pour sujet le Bitcoin, hein, c'était il y a 2 mois. Je crois qu'on était à 65 000 $. Du coup, maintenant, il est à 38 000. Là, j'ai vite regardé, il est à 38 824 $. J'espère qu'après cette visio, le marché action ne suivra pas la même tendance, hein, parce que sinon, on va arrêter de faire des visios. Je vais vous faire le dernier sondage, si j'arrive à le mettre en route. Voilà, le dernier sondage. Comme ça, vous allez pouvoir répondre. Et dans le petit intervalle, je vais remercier bien évidemment Anaïs, Maxime, notre apprenti dans tout ce qui est marketing, Pierre pour l'organisation de ce webinaire. Merci à nos 3 intervenants de ce soir et à leurs acolytes. Et merci à vous, nos clients, pour votre fidélité et votre confiance. On espère que ces sujets continuent de vous intéresser. Je n'ai pas trop de doutes sur le sujet. On va voir, on va juste attendre encore quelques petites secondes et je mettrai fin au sondage. C'est assez intéressant. Je vais les partager dès que je vais cliquer. Mais en gros, vous avez réussi à convaincre nos clients, a priori. Donc, alors, hop, on va mettre fin au sondage. On a 80% de votants. Je pense que c'est un bon panel. Si Sofres ou Ipsos avait 80%, ce serait pas mal. Allez,
On met fin au sondage, je partage les résultats. Donc, oui, pour quasiment les 2/3, on était à 44% avant. Donc, les intervenants de ce soir vous ont-ils convaincu d'augmenter la part de vos actions dans vos portefeuilles? Donc, effectivement, on a progressé, on a pris 50% de performance. On est passé de 44 à 64. Mitigé 30% et non 5%, alors qu'on était à 13. Cette visioconférence vous a majoritairement plu. Donc, c'est gentil. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde et à très bientôt peut-être pour une nouvelle visio. Merci à tous et à bientôt. Au Merci à revoir. toute l'équipe. Au Merci. revoir. Au revoir.